Mais allons, sois zen. Viens chez moi, j'ai un canapé zen. Tu as vu mon nouveau pantalon? Tout simplement zen. Selon l'humeur, on peut voir dans ce zen, utilisé à tort et à travers, un signe de son succès ou un signe de la corruption des mots. Mais le fait est là. Pour beaucoup en Occident, le bouddhisme s'est confondu avec le zen, qui se confond avec n'importe quoi. Nous évoquerons dans la prochaine émission l'apport génial du zen, sa marque sur le bushido ainsi que sur les arts, mais il ne faut pas perdre de vue que le zen n'est qu'une des tendances du bouddhisme japonais, peut-être la plus originale, certainement pas la plus importante en nombre. 3 remarques générales d'abord. 1. Dans les premiers siècles de son implantation au Japon, le bouddhisme japonais sera profondément marqué par le bouddhisme chinois, soit à travers la Corée, soit par un accès direct, quand des moines japonais iront en Chine chercher des enseignements, comme les pèlerins chinois d'ailleurs se rendaient en Inde pour y recueillir méthodes et textes. Le Japon, lui, découvre un bouddhisme de langue chinoise filtré par l'Empire du Milieu, même si quelques maîtres ont fait l'effort d'apprendre le sanskrit. Que de montagnes, de déserts, de mers et de siècles séparent les sermons, les règles monastiques et les spéculations inscrites dans la triple corbeille de la magnifique efflorescence du bouddhisme en terre nippone, sources chinoises qui seront peu à peu japonisées. 2. Aussi bien à l'arrivée du bouddhisme qu'aujourd'hui, les montagnes et les brumes japonaises sont emplies de kami, mot que l'on peut traduire par esprit, les kami de la nature, kami des légendes, kami des morts, qui influencent la vie et les rêves. Le Shinto, Shin, esprit, To, c'est le Tao chinois, qui veut dire la voix, est la véritable religion japonaise, avec en son centre Amaterasu, la déesse du soleil, représentée par un miroir, qui le plus souvent doit demeurer caché au cœur des sanctuaires. Miroir de sa splendeur, miroir des souffles de la nature. Impossible de comprendre le Japon si l'on ne sait que les arbres, les cascades, les pierres sont pleines d'âme. Jusqu'à l'ère Meiji, le bouddhisme et le Shinto resteront intimement mêlés. 3. Contrairement à la Chine, dont l'administration était régulièrement reprise en main par une nouvelle dynastie, le Japon est resté longtemps divisé, l'empereur ayant surtout un pouvoir honorifique. Chaque clan cherchera donc à s'appuyer sur une école du bouddhisme, ce qui rend encore plus complexe qu'ailleurs leur doctrine et leurs querelles. La date généralement retenue de l'arrivée du bouddhisme sur l'archipel est 538, soit un millénaire après la vie de Gautama. Un roi coréen aurait envoyé à l'empereur du Japon une statue du Bouddha, ainsi que des sutras, accompagnée d'une lettre. Cette doctrine est, parmi toutes les doctrines, de beaucoup la meilleure, mais elle est difficile à comprendre. Des moines coréens se seraient alors installés au Japon. Il ne s'agissait que de prémices. L'élan sera donné par le prince Shotoku, 574-622, qui accède au pouvoir. Il étudie les écritures bouddhiques, devient convaincu de leur pertinence. Lorsqu'en 604, il promulgue une sorte de constitution en 17 articles, l'article 2 recommande de vénérer les 3 joyaux comme fin dernière de tout ce qui est et comme l'unique fondement de tous les pays. Alors l'étude du Sutra du Lotus se répand, d'ailleurs ce sutra restera un texte central dans toute la tradition japonaise. Et pendant ce temps, des maîtres coréens et chinois donnent des enseignements.
Au 7e siècle, la capitale est Nara. Elle se couvre de temples et de monastères bouddhiques qui pratiquent plusieurs écoles qui restent liées au Shinto. Bouddha, Bodhisattva et Kami sont vénérés d'un même élan afin qu'ils protègent le pays. Pendant la période suivante, dite de Heian, Kyoto devient la capitale, du 9e siècle à la fin du 12e. Alors à ce moment-là, 2 écoles prendront une importance particulière, le Tendai et le Shingon. Le Tendai, terrasse céleste, sera fondé au Japon par Saicho sur un mont au-dessus de Kyoto. Comme son rayonnement était grand, l'empereur l'autorisa exceptionnellement à se rendre en Chine pour parfaire ses connaissances. Il étudia plusieurs écoles, notamment celle du Chan, qui devient le Zen au Japon, mais son choix se porta sur le Tendai, du nom de la montagne chinoise où il séjourna. Revenu au Japon, il resta avec ses élèves dans une nature propice à l'étude et à la méditation. Il aurait écrit plus de 160 ouvrages. Après sa mort, en 822, ses disciples répandirent son enseignement. Kukai, océan de vacuité, 774-835, était le fils d'un haut fonctionnaire et à ce titre destiné à la voie administrative. Il étudia donc le confucianisme, mais touché par une révélation intérieure, devint ascète errant dans les montagnes. Il aurait alors connu un mini-satori, un éveil. Il reprit ses études en approfondissant le taoïsme et le bouddhisme avant de s'embarquer lui aussi pour la Chine en même temps que Saicho. Il séjourna dans des temples, apprit le sanskrit et reçut de nombreuses initiations dont les plus importantes provenaient du tantrisme. Une légende même raconte que, les yeux bandés, il lança à 2 reprises une fleur qui retomba exactement au centre du mandala de Vairocana, signe qu'il était désigné pour transmettre un bouddhisme ésotérique, ce qu'il put faire quelques années après son retour au Japon. Le mandala, qui est si important au sein de la tradition du tantrisme, est un dessin circulaire qui représente un territoire, les étapes de la doctrine, et qui sert de support à la méditation. En 816, à près de 1000 mètres d'altitude sur le mont Koya, dans un des plus beaux sites du Japon, Kukai fonde un grand monastère, Koya-san, le centre du bouddhisme Shingon, qui intègre de nombreuses pratiques magiques autour de mandalas, de l'usage des mudras, qui sont les gestes de la main, et de la récitation de mantras, qui sont des formules. Ce sont des rituels colorés qui font appel à l'imagination, ainsi qu'aux couches inconscientes du psychisme. En plus d'être reconnu comme un des plus grands moines du Japon, Kukai, dont le nom posthume conféré par Sa Majesté l'Empereur est Kobo Daishi, a été poète, peintre, sculpteur et calligraphe, activité courante chez les maîtres. Pour lui, l'art était plus apte à exprimer les vérités profondes que les écrits. Près de 2000 temples avaient été bâtis à Koyasan. Il en reste actuellement 120 sur cette montagne sainte. La présence de couples enlacés représentés sur des peintures ou des statuettes appelle une réponse. Le moine qui me guide est vraiment là de la donner. C'est une image de la félicité, rien de plus. Jamais notre voix ne s'est servie de pratiques sexuelles, jamais. Moi. Et pourtant les textes tantriques en Inde sont clairs à ce sujet. Lui, laissez cela. Nous menons une vie très réglée. Voici votre chambre. Vous pourrez suivre tous nos rituels. Rien n'est secret ici. Réveillé par des coups de gond au milieu de la nuit, je quitte le temple de Sojo Shin-in où je loge. Après être passé sous un torii, qui est le portique d'entrée de tous les sanctuaires shinto et que le bouddhisme a intégré, j'avance sur l'allée du cimetière qui conduit au mausolée où les moines récitent les prières en souvenir de Kukai. Les grands arbres sont des piliers de cathédrale.
Les stèles, sur le bord du chemin, rappellent les morts confondus avec la paix nocturne. Les lanternes de pierre font jouer les ombres sur la terre où nos pas nous conduisent vers la lumière, tandis que s'élève la psalmodie des sutras. Est-ce la voix du détachement ? C'est certainement une voix sacrée où la nature, les chants et les morts nous émerveillent et peut-être, qui sait, un jour, nous éveillerons. Une pratique originale apparaît au sein du bouddhisme japonais, le Shugendo, qui est un ensemble d'épreuves ritualisées dans la nature qui puisent une partie de sa substance dans le Shinto. Il s'agissait d'abord de moines errants dans les montagnes. Ils possédaient des pouvoirs de guérisseurs, voire magiques, qui suscitaient l'admiration autant que la crainte. Ils portent, parce que cette pratique est restée très vivante aujourd'hui, un magnifique vêtement blanc qui serait venu de Sibérie, ainsi qu'une conque dont le son s'élève pour éveiller les esprits de la montagne. Le rituel s'est ensuite pratiqué en groupe. Les participants, nommés Yamabushi, sont soumis à un effort physique considérable par des marches qui durent des semaines, des mois, voire des années. Dépassement de soi et absorption de la substance même, de la terre, des pierres, des arbres, de l'air. Par exemple, une des épreuves consiste à passer sous d'épaisses roches comme s'il fallait revivre symboliquement sa propre naissance. Rappelons que, contrairement à une idée reçue, le Japon est un pays sauvage dont les 2/3 sont encore couverts de forêts. Se perdre dans un fouillis inextricable d'arbres, de racines, de lierres, de fougères peut être une expérience salutaire pour l'âme, sûrement périlleuse pour le corps. XIIIe siècle, début du XIVe. Voici l'époque guerrière de Kamakura, avec l'épanouissement de nouvelles écoles, la terre pure et le Chan, zen, déjà rencontrés en Chine, ainsi que l'école du moine Nichiren. Terre pure ou amidisme se fonde sur l'existence d'un paradis de l'Ouest promis par le Bouddha Amitabha, Amida en japonais. Il est avant tout demandé aux adeptes un acte de foi qui s'exprime par la récitation de la plus simple des formules, le Nembutsu, Namu Amida Butsu. Le zen a séduit la nouvelle classe des guerriers dans un Japon soumis à d'incessantes luttes entre les seigneurs. Il deviendra l'école la plus raffinée qui marquera très profondément la vie artistique japonaise. Il se divisera entre deux principaux courants, le zen Soto et le zen Rinzai. « 1564. Irrité par la puissance des monastères, le chef militaire, Oda Nobunaga, lance une campagne de destruction des temples bouddhiques. Mais avec la période d'Edo, Tokyo, qui s'étend du début du XVIIe siècle jusqu'à l'ère Meiji en 1868, les Tokugawa favorisent un renouveau du bouddhisme, mais en le contrôlant. Conscient du risque qu'une éventuelle colonisation occidentale atteignent le Japon, après avoir soumis les Indes, l'Indochine, une partie de la Chine, l'Indonésie, les Philippines, etc., l'élite japonaise, autour de l'empereur, choisit une occidentalisation à marche forcée, après 3 siècles de fermeture. C'est l'ère Meiji, qui en contrepartie s'appuie sur le Shinto. Les lieux des cultes qui jusqu'alors étaient confondus doivent se séparer. Les temples sont réservés un bouddhisme sous surveillance. Mais les études bouddhiques se développent à ce moment-là. Par exemple, entre 1924 et 1932, les Japonais publient la totalité du canon chinois. Aujourd'hui, le Japon reste le pays le plus important pour les publications sérieuses et les traductions.
Pendant la période militariste, le Japon s'engagea du côté des forces de l'Axe et conduisit une guerre farouche en Chine, Indochine, dans les colonies britanniques, puis contre les États-Unis. Beaucoup de centres bouddhiques, notamment au sein du Zen, hélas, succombèrent à la tentation de soutenir le régime afin de retrouver de l'influence. À l'inverse, un mouvement comme la Soka Gakkai, fondé en 1930, développa des thèses pacifistes, ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui d'être considéré par beaucoup comme une sorte de secte. Au XXIe siècle, le bouddhisme tient une place capitale dans la vie des Japonais, principalement pour les funérailles. Les mariages, fêtes des enfants et des saisons restent célébrés par le Shinto. Les écoles les plus fréquentées sont celles liées à Amida, suivies du Shingon, du Zen Soto, du Zen Rinzai, puis du Tendai. Nicolas Bouvier, Chronique japonaise. J'ai pu louer, un coup de chance, un bâtiment dans l'immense enceinte du temple bouddhique du Daitokuji. C'est un grand complexe entouré de murs de pisé et qui comprend 3 portes monumentales à la chinoise. Un Hombo, temple principal, un Sodo, monastère, un beffroi au toit cornu qui abrite la cloche de bronze dont les vibrations règlent l'horaire de la vie monastique. Enfin, une vingtaine de temples subsidiaires nichés entre leur cimetière et leur jardin qui ont chacun conservé leur ambiance particulière, leurs traditions, leur clientèle, leurs intrigues et sont souvent à éventail tiré. Des odeurs de résine, des enfants invisibles qui crient « Chi-chi, papa » quelque part dans ce labyrinthe, puis quelques vagues de ce silence hautain. La silhouette dansante du livreur d'un bistrot chinois sur un vélo qui grince. 2 abbés se croisent, se saluent bien bas et s'éloignent, n'en pensant pas moins. L'un est un saint, l'autre une canaille, et ils se reconnaissent pour ce qu'ils sont. Voilà la vraie courtoisie. Ici, pas un geste, ni un mot dont on ait pesé d'avance les plus minces conséquences. Derrière cette paix austère, on sent des ressorts bien tendus, et sous cette politesse engourdie et confite, une vigilance qu'on ne doit pas souvent prendre en défaut.